m'avez parlé avant l'émission du statut d'intermittent. J'aimerais bien en entendre un peu plus. Qu'est-ce que c'est être intermittent du spectacle? Qui est concerné? Comment ça fonctionne? Et en quoi ça vous concerne? Être intermittent, c'est faire par an 507 heures de travail avec des cachets, c'est-à-dire c'est pas 507 heures de travail que tu ferais dans un CDD ou dans n'importe quel travail du régime général, c'est vraiment des contrats de travail qui sont spécifiques au cinéma et à l'art en général, hein. C'est intermittent du spectacle, donc ça peut concerner des gens qui travaillent à l'opéra ou chez Radio France, que sais-je. C'est un contrat spécifique qui est en quelque sorte précaire et qui, du fait de sa précarité, compense avec des privilèges. C'est un contrat hyper important qui permet que, en fait, 507 heures sur un an, ça peut paraître ne pas être beaucoup, parce qu'en fait, si, par exemple, on prend quelqu'un qui travaille à temps plein à 35 heures par semaine, je crois que 507 heures, c'est fait en 2 mois et demi, 3 mois, un truc comme ça. Donc on pourrait se dire, en fait, un artiste, il va faire 2 mois et demi, 3 mois, et après, les 9 ou 8 mois restants, il faut rien. C'est pas totalement vrai, c'est-à-dire qu'en fait, dans les milieux du spectacle, on passe énormément de temps à chercher du travail aussi, en fait. Donc du coup, ça compense non seulement ça, mais ça compense aussi tout le temps qui n'est pas rémunéré, donc c'est-à-dire quand on a des projets personnels ou quand, par exemple, je sais pas, disons que si on est en casting, si on va travailler sur un long métrage, et par exemple, le long métrage, il faut le lire avant de commencer le casting, donc un long métrage, ça fait quand même 120 pages. Je dirais qu'il y a autour du travail réglementé je sais pas, disons, j'ai un cachet en tant qu'assistant de casting, un mardi de 9h30 à 18h, et tout autour, il y a une nébuleuse d'actions que je vais devoir faire en amont de la journée, en aval, c'est-à-dire en amont, tu lis le scénario, tu prépares des choses, t'appelles des comédiens, tu prépares tes rendez-vous, t'as la journée de casting qui est payée, et après la journée de casting, il y a les délibérations avec le réalisateur, il y a des rendez-vous, tu rappelles les comédiens pour leur dire oui ou non, enfin des choses comme ça. Donc du coup, ça prend un peu en compte tout ça. Tu comptabilises pas dans tes heures, toutes ces... Et oui, non, en général non. Alors je pense qu'il y a 20 ans, c'était peut-être pas exactement la même chose, mais il se trouve que les choses se rétrécissent de plus en plus, et je crois que c'est vrai dans à peu près tous les postes du cinéma, et j'imagine dans les autres arts aussi. C'est un peu le Graal quand même, c'est d'avoir ce statut. Donc c'est de réussir à faire tes 507 heures. Donc c'est même pas en un an, je crois que c'est en 11 mois. T'as une date anniversaire et là après t'as toutes tes petites feuilles comme ça. Donc des fois tu peux te retrouver, moi par exemple je faisais des cachets des fois d'une journée. Donc du coup tu te retrouves à chaque fois avec une feuille, une attestation d'employeur. Donc tu les compiles comme ça, t'as tout un dossier énorme. Tu dois les ramener à Pôle emploi, faire valider tes heures. Administrativement c'est assez lourd, enfin pour te dire, genre les grands comédiens par exemple ou les personnes qui bossent beaucoup, ils ont des comptables qui leur font ça, quoi. Ils font pas ça eux-mêmes, c'est assez contraignant. Mais en même temps c'est vraiment unique au monde, je veux dire, il y a qu'en France qu'on a ça. Si tu vas travailler en Belgique, c'est vraiment très dur de travailler là-bas parce que justement ils ont pas du tout ça, donc ils sont très souvent au SMIC et quand ils bossent pas, ou alors ils touchent un chômage comme n'importe qui, mais Comme sauf quelqu'un que... qui enchaînerait les CDD, quoi. Ouais. Okay. Mais donc du coup avec des chômages précaires et du coup des périodes très, très compliquées. Donc je connais pas tous les pays, mais je sais qu'en France on est vraiment un exemple mondial là-dessus, et les politiques essentiellement de droite et remettent régulièrement en question ce statut parce qu'ils trouvent que c'est abusé par plein d'endroits. Mais en fait c'est essentiel, et sans ça l'art français serait pas aussi florissant. Je parle de manière un peu globale, mais c'est vrai, ça permet quand même d'avoir une sorte d'assise. Et en plus, on se dit c'est le Graal, mais c'est pas non plus la panacée. C'est-à-dire que quand on a le statut intermittent, on n'est pas avec un 75 mètres carrés dans le Marais, quoi. Je veux dire, il y a des questions de ratio, c'est-à-dire que plus on a gagné sur ses cachets, et plus on a un ratio haut. Mais si on est employé au taux le plus bas, c'est-à-dire par exemple si quelqu'un veut devenir comédien, mais qu'il n'arrive pas à être comédien et qui fait régulièrement des cachets de figurants, c'est 80 € au jour à peu près. Brut même, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ça veut dire que c'est vraiment pas grand chose, quoi. Après on a un taux qui est vraiment le plus bas, et c'est pas, voilà, ça permet de survivre, surtout si on est à Paris comme souvent c'est le cas. Qu'est-ce qui se passe si tu fais tes 500 heures? C'est-à-dire que le reste du temps des 11 mois, t'as un revenu que Pôle emploi t'apporte, c'est ça? Ouais, qui est un peu mieux loti que le chômage du régime général. Et qui dépend de ce que t'as gagné pendant tes 507 heures. C'est ça, et qu'après tu dois renouveler, c'est-à-dire qu'une fois que t'as validé ton année, en fait tu recommences à travailler pour l'année suivante, tu remets ton compteur à zéro et tu dois faire 507 heures avant ta prochaine date anniversaire, ainsi de suite. C'est un renouvellement constant en fait. Tous les ans il faut renouveler ces 507 heures. C'est un statut qui est extrêmement envié dans le monde entier, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de chance en France d'avoir ce statut-là. C'est un statut que beaucoup de gens ne comprennent pas, et c'est très dommage. Enfin, je me demande comment font les artistes et les techniciens du monde entier, parce qu'il faut se rappeler qu'un tournage de long métrage, c'est par exemple 2 mois et demi dans l'année. Et si vous faites qu'un seul long métrage l'année, effectivement ça peut être compliqué. En fait c'est ça, c'est une constante cherche de travail, en tout cas au début. C'est pas de tout repos en fait.
Toujours essayer d'enchaîner les projets, essayer d'avoir le plus de projets possible pour éviter d'être justement de cette galère des heures. Il y a beaucoup de techniciens des fois qui n'arrivent pas à atteindre ces 507 Qu'est-ce heures-là. qui se passe quand on les atteint pas? Quand on les atteint pas, malheureusement, on n'a pas d'indemnité de chômage. Voilà, il n'y a plus de... On a perdu la partie, quoi. Ouais, faut les refaire. Il faut les refaire, ouais, voilà. Et qui est concerné? Tout le monde? Tous ceux qui travaillent dans le monde du cinéma? Même un réalisateur peut l'avoir? Oui, mais c'est plus rare parce que souvent les réalisateurs sont, comme les scénaristes, sont rémunérés par droit d'auteur en réalité. Donc ça arrive pour des réalisateurs qui aient le cachet intermittent, mais ça va être plus le cas pour des réalisateurs par exemple de télé ou de films institutionnels ou de publicité, c'est-à-dire des gens qui vont en quelque sorte souvent répondre à des commandes ou des offres. En général, un réalisateur de cinéma, il fait un tournage tous les 2 ans, 3 ans, si ce n'est plus. Il va pas faire 507 heures. Enfin, moi, je sais que je compterais pas sur le fait d'être réal ou scénariste pour gagner ma vie immédiatement en sortant de l'école, parce que ça va être toujours des projets avec des dossiers qui doivent être acceptés, validés, etc. Donc, c'est toujours des délais extrêmement longs, en fait. Donc, il y a beaucoup d'argent qui peut tomber d'un seul coup. Les droits d'auteur, ça peut être très bien payé. Mais voilà, un scénariste de long métrage, par exemple, il va pouvoir toucher 70 000 euros d'un coup et puis plus rien dans l'année. Donc, du coup, ça demande quand même une certaine économie. Voilà, faut Mais ce statut-là, on est d'accord qu'il concerne aussi les chefs-op, les assistants de production, les acteurs, absolument, les acteurs, les maquilleurs, les électriciens, machinistes, mais on peut décors, également costumes, être maquillage. employé d'une boîte de production ou d'un studio, non? Je veux dire salarié. Oui, tu peux être salarié d'une boîte de prod. Les assistants de production, souvent sont des salariés qui ont éventuellement, si c'est pas un CDD, ça peut être un CDI, mais bon, c'est assez rare quand même, ça. Il faut que ce soit des grosses boîtes quand même. Mais oui, tu peux être... ou la télé, effectivement, ou alors des grosses boîtes de cinéma comme peuvent être Pathé ou Gaumont, ce genre de boîtes qui ont des salariés. En fait, pour donner un exemple qui était actuel il y a quelques années encore, il y a un moment où le gouvernement s'est mis à faire une chasse à ce qu'on appelait les permittents. Donc les permittents, c'était des intermittents qui étaient employés à temps plein en fait. Par exemple dans des chaînes télé. Donc c'est-à-dire que si tu allais dans les bureaux, il y avait Janine qui était assistante de prod, elle était là du lundi au vendredi toute l'année avec des congés, etc. Mais toute l'année de 9h à 17h, donc c'est 2 heures de bureau. Mais par une sorte de vieux truc qui traînait un peu, une vieille tradition, elle était quand même payée avec des cachets intermittents, ce qui fait qu'elle se faisait vachement de thunes, Janine. Elle avait des belles vacances. Voilà, normalement, l'intermittence, c'est fait pour protéger les gens qui n'ont pas tout le temps du travail, mais il y avait des gens qui étaient en bureau et qui touchaient quand même ça. Donc, il y a un moment donné où il y a eu une espèce de chasse aux sorcières. C'est quoi votre journée type en ce moment? Qu'est-ce que vous faites? Alors actuellement là je suis encore en stage. D'ailleurs j'ai trouvé un stage sur pareil un long métrage. Pareil en assistant de production et de régie pour un long métrage qui va commencer du coup mi-octobre, de mi-octobre à mi-décembre. Donc actuellement je suis dans les bureaux d'une production qui s'appelle Les Films du Kiosque. C'est pour le prochain film d'Emmanuel Berco. Mes journées c'est des tâches diverses autour de la production. Rechercher des costumes, des décors, repérer des lieux, appeler des équipes techniques pour discuter avec eux de certains découpages ou certains de leurs besoins techniques, de quoi ils ont besoin. Voilà, c'est ce genre de tâches. Et moi, alors du coup, c'est ma rentrée en 3e année, donc à la FEMIS. Mes journées vont sensiblement changer. Spécialisé en Je suis spécialisé en montage. Il se trouve qu'en 3e année, là, pour le cas précis dans lequel je suis, en 3e année, c'est une année spécialisée pour les monteurs sur les trucages. Donc du coup, on a un film à effets spéciaux qu'on doit réaliser nous-mêmes dans l'année, et en fait très tôt dans l'année. Donc ce qui fait que là, actuellement, je suis déjà sur la prépa du film. Même si la rentrée n'a pas encore eu lieu, je suis sur la prépa du film déjà depuis plusieurs semaines. Après, je fais beaucoup de choses différentes, c'est-à-dire qu'à côté de ça, là, je viens de terminer le montage son d'un moyen métrage que j'ai réalisé l'année dernière. Je l'ai terminé avant-hier. Je continue la post-prod de ce film-là. Je suis aussi en train de terminer la post-production d'un long métrage que j'ai réalisé il y a... La post-production, c'est... Alors la post-production, c'est tout le travail après le tournage. C'est le montage son, c'est le mixage, l'étalonnage, éventuellement les effets spéciaux. Donc tout ce qui fait qu'on arrive avec des rushs dans une salle, donc ce qu'on a tourné, et qu'on en fait un film, quoi. Ça peut être très long et très laborieux. Pour donner l'exemple là, justement sur lequel j'étais, c'est le long métrage. Là, je parle de choses qui sont faites uniquement en autoproduction, donc c'est-à-dire vraiment avec quasiment pas de moyens, c'est-à-dire en faisant travailler surtout les gens bénévolement, ce qui fait que par exemple pour réunir les gens sur un tournage, c'est faisable dans la mesure où il y a des dates, disons, je sais pas, on cherche des comédiens, un ingé son, etc. On dit on tourne du lundi 25 à telle date, etc. Donc souvent c'est un gros événement. Donc moi c'est un peu ce que ça m'a fait sur le long, c'est qu'on a tourné 5 semaines en plein été en 2016. Donc une fois que c'était fait quoi. Il restait quelques petits trucs à tourner, des voix réenregistrées, etc. Mais le gros du travail était fait. Donc dans ces cas-là on peut se dire ah ouf j'ai fait le plus dur. Mais en fait là comme je vous dis ça fait 3 ans que je suis sur la post-production parce que le montage, la monteuse avec qui je travaille,
elle bosse à côté de manière payée, donc en gros elle bosse sur son temps libre, c'est aussi à ça que ça a l'intermittence, elle bosse sur son temps libre sur mon film, et donc du coup c'est toujours des petits blocs de temps. Et donc du coup ça fait plus ou moins 3 ans qu'on est dessus, donc c'est hyper long, alors que si on était sur un long métrage produit par exemple, il y aurait une production qui rémunérerait quelqu'un de manière régulière, et le film en 2 mois et demi il serait plié. Sauf que là voilà, ça me demande de tout faire moi-même, et je m'en plains pas parce que c'est une passion, mais je dois tout faire moi-même, c'est-à-dire contacter des gens qui veulent bien le faire, les intéresser au projet, leur demander s'ils veulent bien le prendre sur leur temps libre, donc faut que le projet les intéresse, etc. Donc c'est sans cesse un peu un boulot de séducteur quoi, c'est réussir à rameuter des gens sur ces projets. Et je prépare aussi d'autres films, enfin là c'était pour le résumé un peu vague de mes journées qui sont assez vénères. Du coup ouais, je suis en train de préparer un dossier pour encore un autre film, et puis j'ai la rentrée aussi qui arrive, donc je vais avoir des cours là, apprendre des trucs sur la post-production hyper approfondie, et voilà. Et si je monte aussi le film d'une réalisatrice à côté quand je peux, pareil, donc du coup ça prend du temps, et c'est souvent assez énervant quand on est réal parce qu'on passe son temps à courir après les gens quoi, mais c'est le game quoi. Alors, il nous reste quelques minutes. On voudrait vous poser les questions qu'on a posées du coup aux autres invités dans nos autres épisodes. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous faites? Quels sont les avantages en fait à faire votre métier? Et qu'est-ce qui vous déplaît? Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Si vous aviez quelque chose à dire à une personne qui hésite à s'orienter dans ce domaine-là, comment est-ce que vous leur donneriez envie? Comment est-ce que vous les mettriez en garde contre certains mauvais côtés? Déjà dans les bons côtés, quand vous aimez écrire, l'écriture rapporte énormément de frustration évidemment, mais beaucoup de joie aussi. Quand vous aimez écrire des scénarios, c'est quelque chose qui vous passionne et vous vous investissez à fond là-dedans. C'est quelque chose qui peut personnellement me rapporter beaucoup de joie. Ce que je peux conseiller à des jeunes auteurs, ou en tout cas des gens qui s'intéresseraient à l'écriture, ce serait d'être le plus fidèle et le plus sincère possible dans ce que vous écrivez. Plus vous serez sincère et plus les gens voudront vous écouter. Je pense que c'est très important quand vous faites votre premier court-métrage, ou en tout cas quand vous faites vos premiers exercices, vos premiers cours, que vous dites quelque chose qui vous est un petit peu personnel, intime. Ça intéressera les gens. Sinon, si vous êtes trop général ou si vous écrivez juste pour écrire, je pense que ça risque d'être un problème. Pour quelqu'un qui voudrait écrire, soyez le plus proche de vous possible. Même si c'est du genre, hein, même si c'est de la science-fiction, de l'horreur, etc. Soyez sincère dans ce que vous faites et tout se passera bien. Et c'est quoi pour toi la plus grosse difficulté dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui est difficile? C'est de produire vos projets. C'est de... C'est pas l'inspiration du tout? C'est pas financièrement, c'est pas le trouver du travail, c'est... Ah si, bien sûr. Alors... évidemment, l'aspiration, ça peut être un problème, hein. Mais oui, ce qui peut être le gros problème, hein, évidemment, c'est une fois que vous avez votre scénario écrit, comment le faire? Comment le produire? Comment le développer? Avec peu d'argent, avec beaucoup d'argent? Est-ce que vous allez voir ceux qui financent le cinéma, le court-métrage aujourd'hui, donc le CNC, des régions, des chaînes de télévision? Et là, bien sûr, c'est la partie la plus difficile de votre travail, c'est comment faire votre film. Là, ça peut engendrer plusieurs frustrations. Le temps. C'est-à-dire, vous allez des fois prendre 6 mois, 1 an et demi pour produire votre film. Si vous passez par la voie classique, c'est-à-dire produire le film dans les règles de l'art. Aujourd'hui, un court-métrage produit justement dans ces règles-là, c'est entre 80 et 100 000 euros à peu près. Sinon, vous faites comme 80-90% des gens dans le court-métrage aujourd'hui, c'est vous le faites en autoproduction, avec très peu d'argent. Et ça peut très très bien se passer, ça peut être des expériences incroyables, comme ça peut être des choses un peu plus galères, et on sait que c'est un peu à l'arrache, donc c'est pas facile de réunir bénévolement des gens. Mais voilà, je dirais que c'est la plus grande difficulté pour un jeune auteur qui veut produire son film, c'est ce truc-là, est-ce que je le fais en autoproduction ou est-ce que je me lance dans la grosse production? Mais là, il faut du temps, de la patience, de la chance peut-être, et aussi un peu de talent. S'agissant des mises en garde, je pourrais en avoir une flopée, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un milieu qui fait rêver, notamment je pense aux comédiens. A priori, n'importe quel kidam peut débarquer, faire une annonce en disant voilà, j'ai un projet de film, et sans savoir rien du tout, ce qu'il va faire, etc. Enfin, ça peut être de l'esbrouf. On peut rencontrer des mythos, on peut rencontrer des gens qui font des projets qui reposent sur rien, on peut rencontrer des gens qui disent ah oui, attends, machin, je te paierai plus tard, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même un milieu un peu flou, c'est-à-dire qu'on peut travailler pour une excellente production et travailler sans vraiment avoir fait le contrat dans les temps, etc. et tout. Donc en fait, on peut difficilement mesurer le professionnalisme, surtout quand on débarque, quoi. C'est très difficile d'avoir des critères valables. Et comme je disais, il y a des prods des fois qui sont un peu à la bourre sur des paiements, etc. Et donc du coup, les petites prods ou des petits réals, etc. vont peut-être profiter de faire la même chose, mais sauf qu'à la clé, il n'y aura pas de salaire. C'est hyper difficile. En fait, il faut juste être assez vigilant, je pense, dans l'absolu. Faut s'écouter.
Moi je sais que j'ai fait des choses que je regrette qui m'ont servi à rien. J'ai déjà bossé gratos sur des trucs qui m'intéressaient pas dans l'absolu. Mais après je veux dire, à force de faire ça aussi, ça m'a permis de rencontrer des gens, et au fur et à mesure, parce que le plus gros problème aussi c'est que moi par exemple je suis pas parisien, et donc on arrive à Paris, on connaît pas forcément grand monde, encore moins dans le cinéma, et donc du coup pour rencontrer des gens, il y a pas grand chose à part les projets étudiants, les projets sans argent, etc. Voilà, on commence à parler vite fait avec deux trois personnes, donc faut être assez sociable, donc il y a pas le choix. Et pour les comédiens c'est la même chose. Les comédiens c'est très très dur, je dirais encore plus dur que pour les techniciens, parce que eux ils sont sans cesse jugés sur leur physique, sur ce qu'ils dégagent, etc. Donc on peut très bien passer des castings pendant des années sans jamais rien décrocher, et puis on se retrouve à 40 balais, on avait des rêves au départ, et puis maintenant on fait des rôles qui nous intéressent pas forcément, mais juste pour ramener un peu d'argent, etc. Donc déjà faut profiter du temps qu'on a et faire ce qu'on a envie, quoi, parce qu'au départ faut pas oublier qu'on a un rêve, et si on veut faire du cinéma, c'est pas parce qu'on voulait se retrouver à la sortie d'un studio et appuyer sur un bouton pour dire si ça enregistre ou pas à l'intérieur. Après si c'est rémunéré c'est autre chose, et évidemment on parle aussi de travail, enfin c'est du rêve, c'est du travail, faut juste être vigilant. Il y a des fois des personnes qui ont un peu tendance à se prendre pour des petits directeurs de start-up en montant un film, et qui jouent la carte de la séduction. Alors, je me contredis parce que tout à l'heure je disais qu'il faut être un peu séducteur pour réaliser, mais voilà, il faut trouver aussi la juste mesure, c'est-à-dire qu'il faut séduire mais il faut être humble aussi, il faut pas être dans la prétention, faut pas en faire des caisses, faut pas oublier qu'on fait des films. J'avais un ami comédien qui disait on sauve pas de vie, quoi, et il a raison, dans l'absolu l'art peut encore sauver des vies, mais c'est vrai que bon, il y a des gens vraiment des fois qui prennent des problèmes très à cœur, ou qui en tout cas se considèrent eux-mêmes comme des statues, ou j'en sais rien, ou voilà, et qui en font un peu trop. Le cinéma souffre beaucoup de ça, il en souffre parce que c'est un endroit de rêve, que ça catalyse, ça polarise des rêves, des ambitions, des égos, donc du coup voilà, faut être assez méfiant vis-à-vis de ceux qui abusent. Faut être méfiant, et puis faut être compréhensif aussi, et puis des fois je veux dire il y a des gens qui abusent, et puis peut-être qu'il faut leur faire comprendre que c'est pas de cette manière-là dont on veut travailler, et puis que nous on n'y arrivera pas. Faut être attentif à son propre agacement, je dirais, quoi. Si on se sent agacé, voire même parfois agressé, ou je sais pas, parce qu'il peut y avoir des tempéraments qui sont très très virulents, même chez des grands réalisateurs, même chez des grands producteurs. Enfin je veux dire, il y a des gens qui sont dans le milieu, qui sont installés et qui aussi se permettent des choses. Faut être attentif à son seuil de tolérance, et pas oublier qu'on fait aussi ça pour gagner sa vie, et puis faire un travail, avoir une certaine expertise dans un travail, évoluer, aller sur des projets qui nous intéressent. Et justement, toi, qu'est-ce qui plaît dedans? Qu'est-ce que tu y retrouves? Justement, de développer avec des gens des rapports privilégiés vis-à-vis de projets à moi ou de projets d'autres personnes. C'est-à-dire que c'est quand même une manière de rencontrer des gens qui est assez spécifique. Si toi, on se connaît pas et tu me proposes un film, on se connaît pas d'avant, mais là, tout à coup, on va avoir un sujet de conversation qui est un projet qu'on va essayer de développer ensemble, et on va essayer d'y trouver chacun ce qu'on veut artistiquement, et ça amène un dialogue, et en fait, ça fait des rencontres très fortes parfois. Moi, en l'occurrence, du fait que j'ai travaillé en casting pendant plusieurs années et sur des gros projets, j'ai rencontré plein de gens, plein de comédiens, et j'ai toujours beaucoup aimé ce rapport, à tel point que j'ai plein d'amis comédiens en réalité, et c'est vraiment des gens que j'aime beaucoup. Donc ça peut être des rencontres intellectuelles, mais ça peut être des rencontres humaines aussi. Et puis après, ça c'est beaucoup plus perso, mais sur le fait d'écrire des projets, de les réaliser, je trouve que non seulement on grandit, on mûrit, parce que c'est des vrais petits monuments qu'on érige, quoi, hein. C'est quand même lourd en investissement, donc on apprend beaucoup, et aussi on apprend sur soi-même. Des fois ça m'arrive de regarder un peu rétrospectivement les films que j'ai fait, etc. avant, je me vois évoluer à travers eux, quoi. Mais de manière très intime. Ouais, c'est ça, le cinéma. Vous donnez beaucoup de vous, quoi. Ah ouais, mais de toute façon le cinéma c'est de l'intimité avant tout, quoi, faut pas l'oublier. Ouais, c'est de la passion et de l'intimité, c'est ça. Ouais. Merci à tous les deux d'être venus, et merci de nous avoir éclairés sur le sujet du cinéma et des métiers du cinéma. Ce sera tout pour cet épisode. À la prochaine, à bientôt. Bye. Salut. Ciao.